Les sondages sont-ils utilisés pour vous manipuler ? C'est en tout cas la conclusion d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui a révélé comment les instituts de sondage, en collusion avec les médias, influencent ouvertement les opinions. Je crois qu'on sous-estime à quel point les sondages ont pénétré en fait la mécanique de production du politique en France. Et que en fait cette production est soutenue par des collusions d'intérêts. Les acteurs politiques sont intéressés à la production des sondages, les médias sont intéressés à la production des sondages. Les sondages sont devenus un produit d'information ordinaire, conforme à l'économie médiatique aujourd'hui, qui fonctionne très très rapidement. Produire un sondage, ça ne coûte pas cher. En ce qui concerne les sondages politiques, généralement les instituts baissent leur prix. L'important pour eux, c'est de bénéficier en fait. Plus un résultat de sondage circule, plus la marque de l'institut circule, plus effectivement la publicité, parce que c'est ça qui intéresse les instituts. Là, il faut se rappeler que on a que des estimations, mais dans le chiffre d'affaires des instituts de sondage, les sondages politiques, c'est entre 1 et 5%. C'est-à-dire ils ne font pas d'argent en fait avec ça, quoi. Mais ça leur offre une fenêtre de publicité, de publicité médiatique. Je suis désolé de vous couper sur ça, mais c'est une publicité qui est bien particulière, parce que quand on paye de la publicité, c'est soi-même qui la paye, avec l'obtention d'un résultat qui est une visibilité augmentée. Quand c'est un politique ou un média qui paye un sondage, et là, je regardais tout à l'heure un exemple du JDD qui commande un sondage à son propre, au CSA sur les statistiques ethniques, qui est ensuite commenté par tous les journaux du groupe Bolloré, mais que eux, il y a une dimension qui est une dimension, en fait, le commanditaire du sondage paye une publicité pour le sondeur. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est dingue. Normalement, on paye soit de la publicité pour avoir une visibilité. On n'a pas quelqu'un qui nous paye de la visibilité pour nous. Ça fait partie d'une sorte de deal, en fait. Voilà, des sondages à bas coût contre une publicité maximale. Et là, on a une autre explication de la médiocrité d'un certain nombre d'enquêtes, puisque le but n'est pas de produire du résultat ou des résultats en rapport avec la réalité, mais en fait de produire des résultats les plus spectaculaires possibles pour assurer un buzz maximal. Et cette logique-là, elle est bon, là on la voit un peu moins dès lors qu'on sort des périodes électorales, mais elle est évidemment très visible quand on est dans des périodes à forte intensité politique. Le premier problème pour moi, c'est un problème d'omniprésence en fait, de surabondance en fait, des sondages politiques qu'on peut mesurer à travers plusieurs indicateurs. En France, en moyenne, il y a 1000 sondages d'opinion qui sont publiés chaque année, et entre 5 à 10 000 en fait, qui sont réalisés mais qui ne sont pas publiés. D'accord ? On peut prendre des chiffres qui sont donnés par la commission des sondages. En 50 ans, le nombre de sondages réalisés dans le cadre des campagnes présidentielles en France a été multiplié par 40, entre 65 et 2017. On est passé de 14 sondages en 65 à 560 en 2017. Même la commission en fait, des sondages, dans son dernier rapport, parle d'un champ médiatique saturé par les sondages. Il y a d'autres indicateurs évidemment de cette importance. C'est la place qu'ils ont pris dans la production, dans l'appréhension du politique. Les sondages sont au cœur de l'actualité politique. Ils sont devenus complètement indispensables pour les acteurs politiques. Effectivement, le service d'information du gouvernement dépense des millions en commande de sondages. On a l'impression que maintenant, ce sont les sondages qui fabriquent les candidatures, ils participent de la sélection des candidats. Il ne faut pas oublier non plus que maintenant, ce sont en partie sur ces sondages que se basent les banques pour délivrer des prêts aux acteurs politiques, que se base l'ARCOM pour définir la représentativité des partis et des listes. Et que se base, c'était une proposition de notre actuel Premier ministre, que se basent également les maires pour accorder leur parrainage, quoi. Voilà. Il faut des seuils. Voilà, pour un prêt bancaire, maintenant, il faut avoir au minimum 8% d'intention de vote dans un sondage. Quand on prend conscience de la manière dont sont produits ces sondages, on frémit à l'idée que les sondages puissent avoir une telle importance. Alors, ils sont devenus omniprésents, et ce qui est curieux, c'est que, de mon point de vue, ils n'ont jamais présenté autant de faiblesses méthodologiques, quoi. Et jamais ils ne se sont presque autant trompés. Alors on a tous en tête des erreurs historiques de sondage, 95, 2002, le Brexit, les élections présidentielles américaines, 3 fois, 2016, 2020, 2024. D'accord ? Mais en fait, on a tout. Ces erreurs-là sont présentées comme des erreurs à peu près normales. Sauf qu'en fait, les erreurs des instituts sont quasiment constantes.
Alors, dans mon livre, effectivement, j'ai fait un petit recensement, je me suis basé sur le cas de la France, j'ai pris toutes les élections depuis 1995. Et j'ai pris les dernières estimations, c'est-à-dire celles qui sont censées être les plus fiables. D'accord ? Alors, toute consultation électorale confondue, depuis 1995, en fait, les estimations des instituts français se sont révélées erronées ou approximatives dans un cas sur deux. Alors, dans quel secteur en fait professionnel on tolère en fait que des individus fassent une erreur sur deux ? Imaginons, je ne sais pas, un médecin qui soigne bien un patient sur deux, un boulanger qui fait une baguette sur deux qui soit comestible, etc. En fait, on ne le tolérerait pas. Là, ce qui est remarquable dans le secteur de l'industrie sondagière, c'est à quel point finalement tous ces éléments en fait sont sans grande importance. Il y a quelques années, Pierre Weil, l'ancien patron de la Sofres, avait écrit une tribune dans Le Monde. Il avait dit, écoutez bien la légèreté avec laquelle il parle, c'est incroyable. Il dit, oui, les redressements, c'est comme la cuisine, il y a des recettes, mais il y a aussi, écoutez bien le terme, du pifomètre. Donc en fait, on redresse des enquêtes politiques sur la base du pifomètre. Alors, pifomètre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, le dernier mot est laissé aux responsables d'instituts de sondage. C'est-à-dire, si manifestement, mais on ne le sait pas, si manifestement les redressements ne correspondent pas exactement au rapport de force ressenti, on modifie en fait ces redressements. Pifomètre. Nous, on a décidé, en lançant cette commission d'enquête avec la France Insoumise, de poser cette question des sondages comme une question qui a trait au sujet électoral, avec cette espèce de grand point d'interrogation, quel est l'impact des sondages sur les élections, et où la science électorale elle-même, moi je suis sociologue de formation et sociologue des institutions politiques, donc je sais que la science électorale elle-même est pas forcément unanime sur le sujet, mais tout le monde se dit que ça a un impact, sinon on n'en commanderait pas. Enfin, en tout cas, ça permet d'avoir des informations. Et en même temps, tout le monde se dit, peut-être que ça peut influencer l'élection, et que ça peut l'influencer dans deux domaines. D'abord dans les thèmes qui vont être portés dans l'élection, et ça c'est peut-être un des points absents de la commission des sondages, mais vous l'avez un petit peu abordé. Il n'y a pas seulement les sondages sur les élections, il y a aussi les sondages sur des thèmes, sur la question, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Brunner, mais quand on fait des sondages sur l'immigration, quand on fait des sondages sur l'insécurité, quand on fait des sondages, ça permet de créer une ambiance aussi qui n'est pas seulement électorale, qui est une ambiance politique globale, et particulièrement quand on se rend compte que désormais il y a des personnes qui possèdent à la fois le journal qui commande le sondage et la chaîne de télé qui va commenter le sondage, commenté à l'institut de sondage par le journal qu'on possède. Ça fait quand même beaucoup de conflits d'intérêts sur ce sujet-là. Et puis il y a ensuite la question purement politique, c'est-à-dire est-ce que ces sondages sont réellement capables d'aller donner des éléments politiques. Alors le problème qu'on a d'une certaine manière, c'est que la défense qui va être celle des instituts de sondage, ça va être de dire nous on donne une photographie, et cette photographie c'est un moment T, donc au moment où on vous a dit les choses c'était la vérité. Alors le fait qu'ensuite ça soit totalement différent, c'est pas de notre faute d'une certaine manière. Il peut y avoir des choses qui se sont passées depuis la photographie. Et voilà. Est-ce que vous pensez que par exemple une évolution de la photographie qui fait qu'un candidat comme Jean-Luc Mélenchon peut avoir 6 points d'écart entre les sondages à 48 heures du second tour et le résultat réel qu'il obtient à l'élection présidentielle en 2022, est-ce que vous pensez que ça entre dans la logique des marges d'erreur, dans la logique scientifique des sondages, et où en fait il y a une progression de 6 points en l'espace de 48 heures dans le dernier moment de la campagne présidentielle? Même question pour les élections législatives, et là ça va peut-être rejoindre plutôt une des questions qui est posée dans votre livre sur le sujet. Mais les sondages donnent souvent le Rassemblement national gagnant des élections, et pourtant le Rassemblement national ne gagne pas les élections. Et ça fait quand même un petit moment, parce que moi j'ai commencé mon engagement politique, y compris en faisant de la critique, alors cette fois-ci à la fois des sondages, mais aussi des médias utilisant les sondages, et sur ce que j'avais appelé à l'époque une forme de lepénisation médiatique et sondagière. Mais on constate élection après élection qu'il y a cette tendance à dire qu'ils vont gagner, et que pour l'instant, même aux élections législatives où on nous avait dit qu'une majorité, peut-être même absolue, était certaine presque pour le Rassemblement national, au final, c'est pas ce qui s'est produit. Parce qu'il y a des dynamiques propres aussi à la vie politique que les sondages sont pas nécessairement en capacité d'évoluer. Ces sondages construisent une réalité politique en laissant penser qu'effectivement c'est une photographie de l'opinion, mais en fait cette photographie de l'opinion ne correspond absolument à rien. Alors ce sont des sondages qui vont vous évoquer un certain nombre de choses, notamment celui qui est reporté par Image, sondage présidentiel. Donc on est en 2011, à un an de l'élection présidentielle de 2012. Regardez bien ce titre, sauf pour DSK, rien n'est joué. Là, un autre sondage qui date de février 2022. On est à 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle de 2022. Regardez bien ce que fixe en fait
l'enquête en question, elle fixe des rapports de force complètement virtuels. C'est-à-dire que je vous ai mis une synthèse des écarts entre les estimations et les résultats finaux, d'accord ? Et il faut se rappeler, vous le savez très bien, comment et à quel point les sondages, là on est à peu près à 3-4 sondages par jour selon les estimations de la commission des sondages. Hein. Donc en fait, vous avez un bombardement d'enquêtes sondagières qui donnent des résultats qui ne vont pas correspondre au score final, avec des écarts en termes de points qui sont vertigineux. 10 points pour Jean-Luc Mélenchon, presque 9 points pour Valérie Pécresse, 8,5 points pour Éric Zemmour. Éric Zemmour qui avait été donné par certains instituts au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2022. Là, pareil, voyons comment, en fait, ces instituts, encore une fois, créent des scénarios politiques, dessinent un espace, un champ des possibles politiques qui, en fait, va être complètement distordant par rapport à la réalité finale. Je prends le cas de l'élection, ce sont les élections européennes de 2019. On avait annoncé un niveau record d'abstention. Et de fait, qu'est-ce que ça fait, la publication de ces sondages ? Ça génère en fait tout un débat sur la crise de la représentation politique, la désertion civique, l'abandon des urnes par les citoyens. Or, il se trouve que à ces élections, on a atteint le 4e meilleur niveau de participation électorale. Regardez bien cette capture d'écran de LCI en haut à droite. Élection européenne, la grande surprise de la participation. En fait, il n'y a que de surprises parce que pendant toute la campagne, on a cru les résultats de sondage qui nous annonçaient une abstention catastrophique. Vous parliez tout à l'heure dans votre question du Front National et des problèmes effectivement de surestimation des intentions de vote pour le Front National. Front National, Rassemblement National, d'après mes analyses, c'est l'un des objets politiques les plus rentables d'un point de vue médiatique. En fait. A fortiori, c'était vrai du temps de Jean-Marie Le Pen, mais a fortiori depuis que Marine Le Pen est devenue présidente du parti en 2011. Donc là, en fait, entre les instituts, on peut présumer qu'il y a quand même une logique de production spéculative. Et j'y reviendrai encore tout à l'heure. C'est à celui qui va fixer le niveau des intentions le plus haut. Pourquoi ? Parce que on peut peut-être poser l'hypothèse que, en faisant de la sorte, ils répondent aux attentes des médias qui, grâce à la production des résultats de sondage, vont jouer des coups en fait éditoriaux. Je pense par exemple, vous voyez là, ce sont les élections départementales de 2015. J'ai pris les estimations de 4 instituts. Résultat final du Front National, c'était 25%, et certains instituts le mettaient à 33%. Cet institut qui a mis le Front National à 33% a convoqué une conférence de presse dans un hôtel à Paris en présence de Marine Le Pen pour la féliciter de ses bonnes intentions de vote. Et regardez bien ce que ça fait. Donc on crée la croyance selon laquelle, d'accord, le Front National va exploser les scores. Et effectivement, on le donne à 28, 29, 30, 33, bien au-dessus de ce qu'il va faire. Pourtant, je pense que vous vous en souvenez, le Front National est arrivé premier, en fait, à l'issue de ces élections départementales. Sauf que dans le commentaire, ça génère quoi ? Toujours la même chose. Départementale, Pascal Perrineau, qui est pourtant un très bon spécialiste du Front National, pour le Front National, cette élection est un échec. Mais c'est un échec uniquement, en fait, en regard des résultats produits par les enquêtes sondagières. Le cas de Zemmour, également, pour la campagne présidentielle de 2022, est exemplaire. Nous avions publié une tribune dans Libération avec mon collègue Monsieur Lejeune, qui déconstruisait cette bulle sondagière, qui disait attention, ce n'est pas possible que Éric Zemmour soit à 17, 18, 19, et on expliquait pourquoi. On avait été repris de manière très critique par un certain nombre d'instituts de l'époque, mais en fait on avait raison. Parce que, évidemment, M. Zemmour n'a pas fait 18-19%, mais 7%. Donc, évidemment, il y a des problèmes, quoi. Et le problème, encore une fois, c'est de se souvenir à chaque fois qu'on a passé une élection que pendant les campagnes, eh bien, on n'a eu qu'une seule boussole pour se repérer en politique, et ce sont les sondages, qui, rapportés à la réalité finale, produisent des réalités qui sont complètement dissonantes. Il y a derrière la production sondagère, non pas des intérêts philosophiques, mais des intérêts financiers. Et ça, il faut le rappeler. De fait, les entreprises commerciales ne sont pas des entreprises au service non plus de la science. D'ailleurs, leur démarche ne repose pas sur la science. Et ça avait été très bien souligné par Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli dans leur rapport de 2011. Il y a au moins 2 conditions pour qu'on puisse parler de science. 1, la transparence, ce qui n'est absolument pas le cas des pratiques qui sont celles des instituts. Et 2, la possibilité de vérifier que les résultats soient vérifiables et reproductibles. On n'est absolument pas du tout en mesure, en fait, de satisfaire à ces 2 conditions.
D'accord ? Tant que on ne dépassera pas l'écueil du discours des responsables de sondage qui nous disent c'est notre cuisine, il ne faut pas rentrer dans les... c'est notre secret de fabrication, etc., bah, on en restera toujours et toujours au même stade. Donc oui, il faut renforcer la législation. Oui, il faut contraindre les instituts à publier vraiment les critères de redressement, et pas seulement s'il y a lieu, pour qu'ils nous expliquent enfin pourquoi on arrive à de telles discordances, d'accord, entre les sondages d'intention de vote et la réalité finale. Et cette discordance, eh bien, elle est bien liée à un problème de méthode. J'avais envie de vous partager, on va dire, mon sentiment par rapport à un sondage qui a fait parler relativement beaucoup de lui ces derniers jours à propos du rapport des jeunes de 18 à 30 ans à la situation internationale. Alors j'ai regardé d'abord sur le plan méthodologique. Donc ce sondage est commandé par 20 minutes à Opinionway, manifestement. Il a été réalisé sur la base d'un échantillon de 314 jeunes de 18 à 30 ans. Donc sur ces 314 jeunes de 18 à 30 ans, ensuite, le 20 minutes et une partie de la presse, Valeurs Actuelles, La Charente Libre, Yahoo Actualité, tire des conclusions assez nettes. C'est près de la moitié des jeunes Français sont prêts à s'engager en cas de guerre en France. Ce sondage donc, qui arrive à ce moment précis de l'actualité dans le contexte de l'allocution du président de la République, en réalité a été interprété assez largement comme une volonté en général d'aller au combat. Et donc je me suis dit, allons chercher la question précise. À ce stade, je ne l'ai pas encore trouvé, le sondage d'Opinionway. Pour l'instant, sur le site d'Opinionway, il n'y a que le communiqué de presse relatif au sondage, et dans l'article de 20 minutes, rien ne renvoie au sondage. Moi, je considère que ce sondage sert à une ambiance va-t-en-guerre qui est installée dans le pays, sert à installer l'idée que la marche vers la guerre est inéluctable, et donc a un rôle décisif au moment où les débats sur la guerre et la paix sont si importants. Ce sondage a un rôle décisif. Il sera d'ailleurs accompagné probablement d'autres sondages à venir, mais ce qui me conduit à dire que dans le cadre de cette commission, on a parlé de l'influence des sondages sur les intentions de vote, des sondages d'intention de vote, mais il y a également, me semble-t-il, une question centrale qui est le rôle des sondages d'opinion relatifs aux conditions même du débat et qui peuvent cadrer et déterminer le débat, et y compris ce qu'il est acceptable ou non de dire dans un débat, compte tenu de l'ambiance installée par les sondages. C'est évidemment un exemple très parlant, d'abord parce que l'échantillon est très faible et qu'en tant que tel, il devrait, du point de vue du journaliste que je suis, interdire la moindre reprise de ce sondage. On est sur un échantillon tellement réduit qu'en fait, ça n'a pas de valeur. Et que je pense que si vous posez la question à la plupart des responsables d'entreprises marketing qui font des sondages, ils vous le diront. Voilà, on est sur un échantillon tellement faible que ça n'a pas de valeur. Là où, malheureusement, je dois faire le constat, c'est que ça veut dire qu'il y a une entreprise qui fait des sondages et il y a un média qui reprend ce sondage en exclusivité. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a financé, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ça peut être un scoop, entre guillemets, une exclusivité, entre guillemets, qui a été donnée par un institut de sondage à un média pour faire vivre ce sujet. Donc il y a ce premier média qui reprend l'information, qui la développe, et il y a d'autres médias dans un temps d'eux qui vont la reprendre. Et là, je reprends l'expression que j'ai eue tout à l'heure sur la dimension low cost. Elle existe dans le monde des sondages, elle existe dans le monde médiatique, et donc ça permet à des médias de participer à ce bruit médiatique et donc de produire, j'emploie ce terme volontairement, quelque chose qui ressemble à un article, quelque chose qui ressemble à une forme d'information. Ça ne l'est pas, mais ça a un peu le bruit et la couleur, la ressemblance d'un article de fond, alors que ça ne l'est pas. Donc pour moi, ça renvoie à cette fragilité du monde médiatique et d'une partie du monde médiatique qui est devenu un monde low cost où plutôt que d'envoyer des journalistes sur le terrain faire des reportages, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. On va reprendre en quelques dizaines de minutes une fiche technique ou un communiqué de presse au pire produite par une entreprise qui fait des sondages. Donc c'est ma première réponse là-dessus. C'est toutes les problématiques du low cost dans la fabrique du débat public. Voilà, je pense qu'on est dans un moment, je le disais tout à l'heure, je pense qu'on en a tous conscience. On peut le dire avec
avec une forme de solennité qui est grave, puisqu'on voit qu'on a des principes fondamentaux de l'état de droit, de la démocratie qui sont directement attaqués. Est-ce que dans ce moment-là, on peut, pour fabriquer le débat, s'appuyer sur des outils ou des méthodes, y compris médiatiques, qui relèvent autant du low cost? Voilà, je pense que c'est une question absolument centrale. Il y a une responsabilité très grande des entreprises qui font des sondages et des médias dans l'installation de ces questions dans le débat public. C'est une évidence, avec des méthodes qui sont parfois des méthodes très limites. L'exemple que vous donniez tout à l'heure sur les musulmans, c'est assez spectaculaire. Quand j'utilise mes alias, mes fausses identités en tant que musulman, ce que je ne suis pas, je suis souvent sollicité par les instituts de sondage parce que j'ai sans doute à leurs yeux une valeur plus grande d'un point de vue des sondages, puisqu'en fait, je vais être questionné sur mon rapport à la politique, sur mon rapport à la République, ce que probablement d'autres postulants à des réponses paraîtront moins intéressants aux yeux de ces panels. Donc ça a un impact, c'est certain, dans la fabrique du débat public, et ça l'a encore plus quand aujourd'hui vous avez des groupes de presse, des groupes médiatiques qui ont des visées qui ne sont pas simplement informatives, mais qui sont politiques, culturelles, civilisationnelles. Je ne sais pas où il faut s'arrêter dans la gradation de leurs ambitions, qui tendent à fabriquer une représentation du réel qui correspond à leur idéologie beaucoup plus qu'à ce qu'est la société française aujourd'hui. Et donc c'est une responsabilité très grande qu'ont les entreprises qui font des sondages.